Bonjour et bienvenue à cette troisième saison du série de McGill à vos côtés en soutien aux familles et aux aidants naturels. Je suis Claire Webster, ancienne proche aidante, conseillère certifiée en soins pour la démence et fondatrice du programme de formation sur la démence de l'Université McGill. Je travaille avec une équipe dynamique d'éminents professionnels de la santé qui supervise ce programme, dont le Dr José Moret de la division de gériatrie et le Dr Serge Gauthier, professeur émérite, anciennement du Centre de recherche pour les études sur le vieillissement de l'Université McGill. Ces web émissions sont rendues possibles grâce à la générosité de la programme Engagement communautaire Amelia Saputo pour les soins de la démence. Aujourd'hui, nous allons parler de la stade de la démence et de la maladie Alzheimer avec le Dr Serge Gauthier. Dr Gauthier est un neurologue clinicien spécialisé dans le développement de nouveaux outils de diagnostic et de traitement pour les personnes souffrant de la maladie Alzheimer. Il est co-responsable universitaire du programme de formation sur la démence et professeur émérite en neurologie et psychiatrie à l'Université McGill. Le Dr Gauthier a été directeur du Centre de recherche et d'études sur le vieillissement de l'Université de McGill de 1986 à 1997. Dr Gauthier a aussi été investi de l'Ordre du Canada en 2014 et de l'Ordre national du Québec en 2017 pour avoir contribué à l'avancement de notre compréhension de la maladie d'Alzheimer et de la démence et pour avoir favorisé le développement de réseaux de recherche. Bonjour, Dr Gauthier. Bonjour Claire, heureux de vous revoir. Alors aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet très important. Vraiment, c'est la stade de la démence. La question qui arrive souvent, c'est après un diagnostic de démence, les gens souvent posent la question, à quel stade de la démence est-ce qu'on se trouve la personne dont je m'occupe? Alors, vous allez nous expliquer aujourd'hui comment ça fonctionne. Oui, je vais le faire avec plaisir. Merci Claire et bonjour tout le monde. Merci de cette opportunité d'expliquer comment on détermine les stades dans l'évolution de la démence. Ce qui est assez simple, c'est basé sur les symptômes. Mais il y a une nouveauté. On commence à parler de stades pour la maladie d'Alzheimer seulement, qui serait avant les symptômes, qui serait avant même la démence. Alors, le contenu de ma courte présentation, suivie d'une période de questions avec Claire en votre nom, et pourquoi les stades de maladie, c'est si important? On parle de maladies en général, comme diabète, cancer. Comment on détermine les stades de la démence? C'est basé sur les symptômes. Alors, quels sont les symptômes habituels dans la démence? Ensuite, plus spécifiquement pour la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'il y a une pathologie cérébrale connue et est-ce qu'on peut la voir pendant le vivant de la personne avec certains tests d'imagerie? En plus, est-ce qu'on a des tests sanguins ou des informations fournies par ponction lombaire qui pourraient nous donner une idée de la cause de démence ou des symptômes légers et du stade? Et enfin, une conclusion. Pourquoi c'est important? Est-ce que ça amène du changement positif pour l'ensemble de la population, cette discussion? Alors, pour parler des maladies en général, oui, c'est naturel de parler du stade où vous êtes. On peut se baser sur les symptômes, l'examen physique, certains tests sanguins. On peut avoir, comme dans le cancer, des biopsies avec des scans pour tout le corps pour voir s'il y a des métastases. Le cancer, c'est peut-être le modèle qu'on va utiliser maintenant parce qu'on parle de classification T, tumeur, N, node ou ganglion et M pour métastase. Je vais vous expliquer dans quelques instants qu'on commence à avoir quelques lettres aussi pour parler d'Alzheimer, A, T, N. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Et même le diabète, qu'on connaît bien, tout le monde, il y a une phase silencieuse de la maladie où le sucre est anormal, mais on ne le réalise pas. Un autre stade de la maladie, on va à la toilette plus souvent et là, il y a du sucre dans l'urine. Et plus tard encore, si le diabète
n'est pas bien contrôlée avec de l'insuline ou d'autres médicaments, là, il y a des complications pour les yeux, les reins et on a les pieds engourdis. Alors, vous voyez, il y a déjà des exemples, des modèles de maladies comme cancer et diabète qui pourraient être utiles pour la maladie d'Alzheimer. Les systèmes de stadification, c'est le terme français, c'est vraiment un terme français que j'ai retrouvé, mais c'est pas évident quand on parle au bureau, là, on parle quels sont les stades, docteur, où est mon père, ma mère, ma sœur. Ben, c'est basé sur les symptômes connus et sur l'histoire naturelle d'une maladie. Alors, si vous avez, par exemple, quelqu'un qui aurait une démence qui débute à 50 ans, ce qui est jeune, l'histoire naturelle pourrait être différente d'une personne de 90 ans et plus qui a une démence avec d'autres problèmes de santé. Pourquoi c'est important aussi les stades d'une maladie? C'est parce que ça peut influencer le choix de traitement. Le meilleur exemple, c'est le cancer. Alors, si vous avez atteint un certain stade dans la classification TNM, ben, c'est kémothérapie, c'est pas chirurgie. Et parfois, c'est radiothérapie avant kémothérapie. Alors, dans le domaine de la démence, et en particulier la maladie d'Alzheimer, on s'en va vers ça. Des traitements différents qui sont adaptés selon le stade de la maladie. Maintenant, dans la vie de tous les jours, c'est sûr que les stades cliniques, des symptômes légers, modérés, sévères dont je vais parler ont déjà une importance parce qu'on s'adapte selon les besoins de la personne et sa famille, quelles sont les ressources nécessaires maintenant et il faut anticiper les besoins dans le futur proche. Alors, les stades de démence en fonction des symptômes, c'est classique depuis un siècle. On parle de différents types de symptômes. Ça, c'est peut-être plus nouveau pour certains d'entre vous. On s'imagine que la démence, c'est seulement la mémoire. Non. Alors, la majorité des gens qui ont plus que 80 ans, qui ont une maladie d'Alzheimer, vont avoir des plaintes de mémoire récentes, mais des gens plus jeunes, dans la cinquantaine, soixantaine, souvent, c'est plutôt des difficultés pour prendre des décisions au travail exécutif, où ils cherchent leurs mots, pas juste le nom des gens, le mot d'un objet simple. Où est-ce que j'ai mis l'auto? Ou les directions, s'il y a un problème sur la route, comment je vais faire pour me retrouver? Alors, vous voyez différents types de symptômes cognitifs et l'impact dans la vie de tous les jours varie. Alors, si vous êtes un homme ou une femme, vous habitez seul ou non, mais en général, les symptômes au début d'une démence, c'est se mélanger dans ses factures, dans ses pilules, difficulté à planifier une sortie. Plus tard, dans la maladie, on parle de difficulté à choisir les bons vêtements pour la température qu'il fait dehors, mettre les vêtements eux-mêmes, éventuellement de la difficulté à la marche. Une autre dimension de la démence qui est variable selon les personnes et qui fluctue dans le temps, c'est les changements d'humeur. Alors, il peut y avoir un retrait social parce que j'ai de la misère à parler, donc je vais me tenir tranquille, ou je me sens pas en confiance pour prendre une décision, alors je vais laisser les autres parler, ou je suis pas certain ce que ma femme a fait hier, alors là j'ai des soupçons. Alors, vous voyez qu'il peut y avoir une variété de symptômes qu'on dit humeur et comportement à différents moments des stades de démence. Pour terminer cette introduction au stade basé sur les symptômes, on parle de stade léger, modéré, sévère, ou comme on le fait dans le document qui s'appelle le World Alzheimer Report, qui va être publié le 21 septembre, on parle de stade précoce, intermédiaire, avancé. C'est une façon un petit peu plus douce de dire léger, précoce, modéré, intermédiaire, sévère ou avancé. Mais ça veut dire la même chose. Ça, c'est un langage qu'on utilise actuellement dans la clinique de tous les jours. Que vous soyez médecin de famille, infirmière, travailleuse sociale, ergothérapeute, on utilise ces termes, mais c'est basé, ce stade, sur l'information fournie par la famille. Et des illustrations qui ont été possibles par un artiste qui travaille avec nous à McGill pour illustrer les stades. Alors, c'est un stade de démence légère. Vous avez une dame qui vit chez elle seule encore, mais qui a de la misère à payer en ligne. Alors, sa fille ou sa voisine, une personne de confiance, parce qu'elle connaît les mots de passe, probablement, l'aide pour faire ses factures. Alors,
vous voyez qu'une personne qui a une démence légère peut vivre à la maison en sécurité. Il faut juste une visite de temps en temps de quelqu'un de fiable pour s'assurer qu'il n'y a pas de nourriture qui se perd au frigo. Peut-être que pour des déplacements dans les endroits moins familiers, c'est mieux d'être accompagné. Alors, on peut vivre très bien un stade de démence légère pendant plusieurs années. Stade modéré ou intermédiaire, là, on a besoin de quelqu'un, peut-être pas tout le temps, mais certainement certaines heures de la journée pour le choix des vêtements, pour s'habiller correctement, pour faire les repas, aider dans le ménage. Il n'y a pas de problème de mobilité encore. On ne conduit plus l'auto, évidemment. On peut marcher à l'extérieur dans des endroits familiers. Le stade de démence plus avancé ou sévère, là, on ne peut pas vivre seul. On a besoin de quelqu'un pour même marcher parce qu'on a des troubles d'équilibre. On a aussi parfois des troubles pour avaler et ça peut mener à une pneumonie d'aspiration. Alors, ce sont des illustrations et vous allez les retrouver dans un document dont Claire va vous parler tout à l'heure, un guide pour la prise en charge de la démence qui est disponible gratuitement dans plusieurs langues. Alors, une autre façon de voir ces progressions à travers des stades cliniques, vous avez des changements d'humeur ou de comportement, surtout au tout début, humeur parce que vous savez encore ce qui se passe dans votre vie, vous êtes inquiet, un peu d'anxiété, un peu de retrait social. Ça peut s'améliorer avec le temps parce que vous réalisez moins ce qui se passe au fur et à mesure que la démence évolue. Ensuite, vous avez les fonctions cognitives. Alors, ça, c'est la mémoire récente, chercher ses mots, trouver son chemin sur la route, qui donc impact sur tous les jours, la vie de tous les jours, autonomie fonctionnelle, plus ou moins parallèle, comme vous voyez. Et enfin, un stade de comportement plus dérangeant, comme je ne reconnais pas ma famille, je ne reconnais pas la maison, la nuit. Vous voyez que ça s'améliore avec le temps, mais pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer, c'est plutôt au stade modéré sévère qu'on voit ces comportements dérangeants qui s'améliorent avec le temps. Et en fin de maladie, après 8 à 10 ans, des changements de motricité ou d'équilibre à la marche et éventuellement pour avaler, comme je disais tout à l'heure. Alors, sur une autre façon visuelle, ça c'est classique. Tous les cliniciens connaissent cette progression. Ce qui serait atypique pour l'Alzheimer, ce serait des changements de comportement très précoces. Alors, on parlerait de d'autres types de démence. Si vous avez des changements à la marche très précoces avec de l'incontinence, c'est possiblement autre chose que l'Alzheimer, ou c'est Alzheimer avec autre chose. OK, on change de sujet maintenant. On a parlé des symptômes. Maintenant, dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour ce qui est de l'Alzheimer, on a l'avantage depuis 100 ans, depuis la description de la maladie faite par des pathologistes et psychiatres allemands, ils ont vu au microscope des changements dans le cerveau, mais ça a pris quand même 50 ans pour savoir qu'est-ce que c'était ces changements, quelles sont les protéines impliquées. Alors, Dr Alzheimer a eu le crédit pour avoir vu au microscope dans le cerveau d'une dame qui était relativement jeune, dans la cinquantaine, des plaques neuritiques et des enchevêtrements neurofibrillaires. Alors, je vous montre tout de suite de quoi ça a l'air. Alors, ce sont des colorations particulières qui nous permettent de voir au microscope optique ces deux changements pathologiques classiques de la maladie d'Alzheimer. À gauche, vous avez une plaque. Alors, ça, c'est un amas de débris. C'est comme une sphère, c'est sphérique. C'est entre les cellules, ça flotte dans le parenchyme cérébral. Ça contient certaines protéines, et une en particulier dont je vais vous parler dans un instant, mais il y a plusieurs choses là-dedans. Et vous avez à droite les enchevêtrements neurofibrillaires, en anglais les tangles. C'est dans la cellule nerveuse. Alors, c'est pour ça que vous avez la forme ici, c'est comme des squelettes de neurones que vous voyez. C'est une coloration à l'argent, c'est pour ça que la couleur est noire. Et ça, c'est facilement visible au microscope. Alors, mais quelles sont les protéines impliquées? Ça, c'est un autre 50 ans. Ce sont les protéines bêta-amyloïdes, surtout le type 42 acides aminés, et la protéine tau hyperphosphorylée. Alors, ici, on peut rajouter à notre dessin quelles sont les protéines impliquées dans ces changements pathologiques. La bêta-amyloïde, 42, un fragment d'une plus grande protéine qui s'appelle APP, se dépose avec l'âge dans le cerveau. On a de la difficulté à s'en débarrasser. Le terme utilisé en médecine et en recherche, c'est la clearance. Comment laver le cerveau périodiquement de ces protéines qui s'accumulent. Alors, le cerveau semble s'adapter à cette accumulation de bêta-42 en formant des petites poubelles, des plaques. Et une des stratégies de traitement, c'est de briser ces plaques ou d'empêcher leur formation.
Et à droite, vous avez les enchevêtrements neurofibrillaires. Alors ça, c'est la protéine tau qui est anormalement phosphorylée, donc elle est collante. Les petites fibrilles qui normalement servent un peu comme des fils électriques pour gérer le flot de matériel à travers les neurones. Le fil est comme attaché entre lui-même. Il y a des nœuds dans le fil et c'est ce qu'on voit au microscope ici. Mais on peut le voir maintenant avec l'imagerie cérébrale. Alors ça, j'y arrive. Avant, juste souligner que ces dépôts d'amyloïdes et de tau, les pathologistes et autres chercheurs ont remarqué qu'il y avait un profil de dépôt. Ça commence à certains endroits, puis après ça, après 2 ans, il y en a plus à d'autres endroits, puis ensuite, il y en a d'autres à d'autres endroits, surtout pour la protéine tau. Et le Dr Tal a défini 5 stades pathologiques pour l'amyloïde. Et pour la protéine tau, c'est le Dr Brack et Brack, mari et femme, qui ont défini 6 stades. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on peut voir maintenant, pendant le vivant de la personne qui a ces dépôts d'amyloïde et de tau, on peut voir la pathologie progresser. Alors, vous allez avoir ici une illustration qui provient de volontaires qui participent à la recherche au Centre McGill d'études sur le vieillissement. C'est une cohorte qui s'appelle BioVie ou Triade. Et ces gens ont des scans de ce type chaque année pendant plusieurs années avec une ponction lombaire et une prise de sang. Et je les remercie tout de suite, ces volontaires pour la recherche qui participent à notre cohorte à McGill parce que vous avez déjà contribué immensément à cette évolution, à penser à la maladie d'Alzheimer comme ayant des stades qu'on peut voir pour chaque personne qui participe à la recherche et éventuellement, les gens dans la pratique de tous les jours pourront profiter de cela. On pourra avoir un traitement spécifique pour chaque stade possiblement. Alors, vous voyez ici les scans faits chez différentes personnes. Vous avez 0 à 6. Alors, 0, il n'y a pas de protéine tau qu'on peut voir, alors que 6, à l'extrême droite, vous voyez, il y a beaucoup de rouge, blanc. Alors, ça, c'est de la radioactivité qu'on peut voir dans le cerveau d'une personne avec l'aide d'un scanner. Ce sont des gens qui ont eu une injection intraveineuse 40 minutes auparavant de ligand radioactif qui va au cerveau et après 1 heure, il n'y en a plus. C'est complètement sorti du cerveau. Et on prend des photos à un certain moment donné dans l'heure et ça nous donne ces images spectaculaires. Alors, vous voyez au stade 3, en rouge un petit peu, ça a l'air d'une moustache. Ce sont des dépôts de filaments hyperphosphorylés dans les régions du cerveau qui ont rapport à la mémoire. Alors, cette personne-là, au stade 3, de la progression dans la classification de Brack pour la protéine tau, probablement que des fois, ça demande c'est quoi ton nom déjà? Qu'est-ce que c'est que je devais faire demain? Alors, cette personne va utiliser des post-it. Mais elle peut fonctionner. Il n'y a pas de démence. Alors, au stade 4, là, vous voyez, il y a plus de rouge, de jaune dans certaines régions. Là, il y a des problèmes de mémoire un petit peu plus sérieux. Et stade 5, là, on voit qu'il y a le terme anglais, c'est spread, une distribution de cette protéine qui semble sauter d'une cellule à l'autre. Alors ça, c'est une nouvelle notion que la protéine tau anormale sort du bout de la cellule nerveuse, saute dans l'autre cellule à côté, un peu comme un prion dans la maladie de la vache folle. Et un des traitements potentiels, c'est de donner des anticorps qui vont attraper les protéines tau qui sautent d'une cellule à l'autre. C'est à l'essai actuellement. Alors, pour résumer, 6 stades pathologiques décrits par le Dr Brack et sa femme, Mme Brack, qu'on peut visualiser du vivant de la personne avec l'aide de l'imagerie cérébrale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut mesurer dans le sang des biomarqueurs et ça peut nous donner une idée de ce qui se passe dans le cerveau. Et ça, c'est une des contributions importantes de la recherche qui a été faite à McGill avec nos bénévoles dans la cohorte Triade. Le sang qu'on a pris, les échantillons qu'on a pris sont allés en Suède. Les Suédois ont démontré avec beaucoup de précision que certaines des protéines du cerveau, on les retrouve dans le sang et on commence à voir maintenant des élévations de certains de ces fragments de protéines qui reflètent ce qui se passe dans le cerveau. Alors, un biomarqueur, en général, c'est une mesure objective. Alors, il y a un chiffre.
Ça peut être la pression artérielle, par exemple. Ça peut être le sucre dans le sang qui va monter après un repas, c'est normal, ou qui va être du sucre dans l'urine, ça, c'est pas normal, ça suggère un diabète. Alors, biomarqueur. Dans le contexte de démence ou de la maladie d'Alzheimer en particulier, ce sont des changements qu'on peut voir dans le sang, comme la protéine tau dont je viens de vous parler, le phospho-tau dans le sang. Le liquide céphalorachidien, avec une ponction lombaire, on peut mesurer plein de choses qui reflètent ce qui se passe dans le cerveau. Et évidemment, l'imagerie cérébrale. Pour l'Alzheimer, ce qui est nouveau, c'est une nouvelle classification avec A pour amyloïde, T pour tau, et N pour neurodégénération. Il faut les trois pour dire qu'une personne a la maladie d'Alzheimer, qu'elle ait des symptômes ou non. Neurodégénération, ça veut dire que le cerveau est plus petit, il y a moins de neurones, ou il y a moins de connexions entre les neurones, ou il y a moins de substances blanches, ou il y a moins de synapses, la partie de cellules nerveuses qui communiquent avec l'autre. Et la réduction de synapses, on peut le voir aussi par imagerie cérébrale. Alors, je vais vous donner une illustration de 3 types de scans qui sont faits à Montréal, en recherche, et qui peuvent être faits selon les besoins de certaines personnes pour fin diagnostic et éventuellement choix de traitement. Alors, en haut, vous avez l'amyloïde. Alors, vous avez, c'est rouge, c'est surtout en avant. Vous voyez à droite, l'avant-dernier, en haut, A+, T+. Alors, vous avez du rouge, c'est de l'amyloïde qui s'est déposé dans le cerveau de cette personne. Mais une fois que l'amyloïde est anormal, ça ne va pas changer beaucoup dans le temps. Par contre, dans le milieu, vous voyez la protéine tau, elle change beaucoup avec le temps. C'est plus dynamique. Et on a espoir que si on peut caractériser chez une personne qui a une maladie d'Alzheimer à un stade 4 ou 5, on peut arrêter la progression à ce stade. On peut le mesurer, possiblement. Un peu comme on fait dans le cancer quand on fait des scans TEP au glucose. On voit que les métastases ont disparu. Et en bas, vous avez le scan au glucose, mais adapté pour le cerveau. Ça, c'est de routine dans les cliniques de mémoire au Québec. Ce que ça permet de voir, c'est qu'il y a moins de glucose utilisé dans certaines régions, ce qui reflète une perte d'activité des neurones, perte de synapses ou d'activité synaptique entre neurones. Alors, ce qui est nouveau, c'est qu'on parle de maladie d'Alzheimer maintenant à un stade avant la démence. Avant la démence. Alors, le stade 1, ce serait, vous avez dans le cerveau déjà un peu d'amyloïde et de tau qui s'accumulent, mais vous avez 0 symptômes. Le stade 2, vous avez déjà un peu de protéines anormales qui s'accumulent, mais vous avez seulement des plaintes légères à l'occasion. Qu'est-ce que je devais faire déjà? Ah oui, ça revient. Il n'y a personne qui s'inquiète. Le stade 3, c'est j'ai besoin de post-it, mais je fonctionne quand même. Ça pourrait s'améliorer si je prends moins d'alcool. Vous comprenez que ce n'est pas nécessairement l'Alzheimer qui cause les pertes de mémoire légères. Mais si vous avez de l'amyloïde et du tau dans le cerveau et que vous avez des troubles cognitifs légers, en recherche, on va dire que vous êtes au stade 3. Alors, des illustrations. Alors, ici, c'est quelqu'un qui possiblement, à 50 ans, a déjà un peu d'amyloïde et peut-être une petite trace de tau dans certaines régions, mais 0 symptômes. Elle n'aurait peut-être jamais de symptômes. Peut-être qu'il n'y aura pas de progression du tout au fil des années. Stade avec plainte subjective. Ah, c'est quoi mon mot de passe? C'est comme tout le monde, vous faites comme moi, ils sont tous écrits quelque part dans un endroit caché. Alors, les mots de passe, c'est normal. Mais si cette personne a de l'amyloïde et tau dans le cerveau, on va dire que c'est un stade 2. Et un stade 3, c'est quelqu'un qui, qu'est-ce que c'est que je devais faire? Ah oui, ça va me revenir, mais il faut que j'y réfléchisse. Et sa fille ou une personne proche commence à s'inquiéter. Mais la personne qui a des symptômes est autonome. Elle compense. Et ça peut rester à ce stade le reste de sa vie. D'accord? Alors, ce n'est pas parce que vous êtes à un stade 1, 2 ou 3 dans la classification pré-démence d'Alzheimer que vous allez nécessairement progresser. Donc, pour résumer, la nouvelle classification en recherche pour la maladie d'Alzheimer, stade 1, 2 et 3, symptômes légers ou absents, mais vous pouvez quand même avoir dans le cerveau amyloïde et tau qui vont ou non progresser.
4, 5 et 6 correspondent à la vieille classification des symptômes, démence légère, modérée, sévère. Pourquoi on fait ça? Bien, ça accélère la recherche sur les stades pré-démence. Aux États-Unis, dans le moment, il y a des centaines de personnes qui sont volontaires pour recevoir des infusions à tous les mois d'anticorps monoclonaux pour enlever l'amyloïde qui s'accumule. Est-ce que ça va fonctionner? On va voir. Peut-être que ça va fonctionner pour certains d'entre eux. On verra. Mais si vous êtes à Montréal et que vous avez des symptômes très légers, on ne parle pas de démence, vous pourriez souhaiter avoir un diagnostic biologique en plus du diagnostic clinique. Ça pourrait vous permettre de participer à de la recherche, mais aussi d'avoir une meilleure idée de ce à quoi s'attendre. Autrement dit, si vous avez 65 ans, vous avez des pertes de mémoire légères qui commencent à vous inquiéter, votre test de mémoire, le MoCA est à 24 au lieu de 26 ou 27, vous pourriez souhaiter, je voudrais en savoir plus. Alors, vous pourriez avoir une ponction lombaire, ça c'est de routine dans nos cliniques, puis on peut mesurer les quantités d'amyloïdes et de terre dans le liquide céphalorachidien. Vous pourriez avoir un TEP glucose qui nous donne de l'information supplémentaire sur l'activité des cellules nerveuses. Et vous pourriez participer à la recherche, avoir des TEP comme on vient d'illustrer pour l'amyloïde et tau. Une fois que vous savez que vous avez une pathologie de type Alzheimer, même si vos symptômes sont légers, vous pourriez décider, OK, je vais peut-être progresser ou non, je vais prendre des décisions tout de suite. Alors, c'est pour des personnes qui seraient intéressées à agir en conséquence. On ne parle pas de personnes de 90 ans et plus ici qui auraient des pertes de mémoire qui pourraient être causées par une foule de choses, incluant troubles d'audition, vision, diabète, petit AVC, etc. On parle de gens un peu plus jeunes, entre 55 et 75 ans. Conclusion. Alors, vous voyez que les stades classiques, symptômes, légers, modérés, sévères, c'est acquis. C'est ce sur quoi on base nos recommandations qui vont être publiées le 21 septembre dans le World Alzheimer Report. Tous les cliniciens connaissent cela. Les nouveaux stades qui sont biologiques pour la maladie d'Alzheimer seulement, c'est nouveau. C'est pas encore de la routine, mais d'ici 2 à 3 ans, les tests sanguins seront validés et on pourra commencer en première ligne, médecin de famille, ou groupe de médecine familiale, ou clinique de mémoire régionale, de faire un test supplémentaire, en plus de ceux dont on a déjà parlé, pour voir si vous êtes ATN positif. Et ça vous ouvrirait la porte à la recherche thérapeutique ou les nouveaux médicaments qui vont être disponibles à ce moment-là. Alors, c'est un message d'espoir, mais comme Claire va peut-être vouloir clarifier avec moi, c'est pas tout de suite, mais un des grands avantages d'être à Montréal et dans la grande région, c'est que vous pouvez participer à la recherche et être participant à de nouvelles découvertes. Merci. Et ça, c'est la référence. Alors, si vous souhaitez lire là-dessus plus en détail, c'est un excellent article de revue publié par un de nos meilleurs étudiants, Joseph Thériault. Merci. Merci, Dr. Gauthier. Et oui, j'ai des questions pour vous. Alors, premièrement, j'aimerais que vous reveniez au stade 3, où vous disiez qu'on peut rester dans cette stade pour le restant de la vie. Alors, je vais prendre moi-même comme exemple. J'ai 54 ans. Je perds souvent mes lunettes, mes clés. Et oui, les mots de passe, des fois, je suis comme, j'ai oublié mes mots de passe. Il y a le vieillissement normal. Oui. Aussi, et le vieillissement qui n'est pas normal. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus comment on peut rester dans cette stade 3 le restant de la vie? Oui, alors ce que vous avez décrit, tout le monde en a l'expérience. Il y a des semaines, c'est pire que d'autres. Souvent, une jeune comme vous, c'est plutôt trop de travail, trop de soucis, parfois trop d'alcool, parfois pas assez. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des facteurs modifiables. Quelqu'un qui aurait 84 ans au lieu de 54, c'est différent. On penserait difficulté à entendre comme facteur, difficulté à voir, quelqu'un qui vit seul, quelqu'un qui a un diabète pas bien contrôlé. Alors, selon l'âge de la personne, l'approche va être différente par le clinicien ou la clinicienne. Il y a l'histoire familiale qui joue aussi. Alors, si vous, 54 ans, vous me dites, ma mère a eu l'Alzheimer à 60 ans, c'est pas la même discussion que si vous me dites, ma mère a eu l'Alzheimer ou une démence mixte à 80 ans. Alors, ça aussi, le facteur familial joue jusqu'à un certain point.
Mhm. Les tests génétiques ne sont pas faits de routine, c'est seulement dans certaines familles où il y a un haut risque d'hérédité dominante. Et on est chanceux au Québec d'avoir des cliniques spécialisées. On a la Régie d'assurance maladie qui paye pour les tests génétiques lorsque c'est indiqué. Ça pourrait peut-être rassurer les gens parce que souvent, c'est la question. Ma mère a eu une démence, là, on demande à quel âge, et puis Oui. on dit, ben, ça m'inquiète pour moi. Et là, on peut les rassurer souvent à cause de la différence d'âge, comme vous, 54, et votre maman, peut-être 84. Alors, il y a pas de risque génétique sérieux. Okay. L'autre question, c'est que beaucoup de gens qui vont écouter aujourd'hui cette web émission n'ont pas nécessairement eu un diagnostic encore. Alors, quels professionnels de la santé sont qualifiés pour évaluer les stades et pour faire le diagnostic de la démence? Alors, c'est deux choses différentes. Le diagnostic peut être fait par un clinicien ou une clinicienne qui prend le temps. Et que vous soyez spécialiste ou médecin de famille, ça va prendre probablement 3 visites avant d'avoir un diagnostic de démence, parce qu'il faut de l'information collatérale. Il faut refaire les tests de mémoire au moins 2 fois pour voir s'il y a une progression. Que vous soyez médecin de famille ou spécialiste, ça prend pour le diagnostic du temps. Le stade, c'est autre chose. Alors, le stade léger, modéré, sévère de démence, tout le monde peut le dire, c'est pas un problème, comme on l'a mentionné déjà. Les stades biologiques, c'est autre chose. Ça, c'est plus pour la recherche actuellement, mais ça peut rapidement devenir utilisé en pratique dans les cliniques de mémoire régionale et peut-être certains groupes de médecine familiale qui ont un intérêt pour la démence. Ça, c'est on parle de 2 à 3 ans comme horizon. Alors, nous avons fait un web émission cette année à propos de comment bien comprendre, avoir, c'est quoi le trajet pour avoir un diagnostic, que j'encourage les gens à regarder. Mais pour juste expliquer brièvement, pour ceux qui n'ont pas encore eu un rendez-vous avec un médecin, vous êtes très dépendant sur les proches aidants ou les membres de la famille ou les amis, la personne qui est la plus proche de la personne qui commence à démontrer les symptômes. Est-ce que vous pouvez donner du conseil si je vais vous voir pour la première fois? Qu'est-ce que je devrais, comment est-ce que je me prépare pour venir vous voir avec ma mère, mon père, mon épouse? Oui. La réponse très courte, c'est simplement d'écrire sur une page maximum les symptômes qui vous inquiètent pour vous ou pour la personne qui vous accompagne. Ça va permettre au clinicien, à la clinicienne de se concentrer sur certains points qui vous inquiètent et planifier ces questions, peut-être ramener la personne pour une deuxième visite avec des tests complémentaires, des questionnaires structurés pour la vie de tous les jours, par exemple, ou peut-être envoyer une infirmière à domicile ou une travailleuse sociale à domicile pour avoir de l'information collatérale. Donc, simplement apporter la liste des points qui vous inquiètent, la liste des médicaments. Et oui, il faudrait visualiser le vidéo qu'on a fait sur le diagnostic parce que je pense que ça va aider les gens. On y va étape par étape. Qu'est-ce qu'on fait à chaque visite? Alors, au moment qu'on reçoit la diagnose, que ça soit, je suis rendue en stade 3, stade 4, à quelle fréquence est-ce qu'on devrait aller voir le médecin pour surveiller la progression de la maladie? Est-ce qu'on va voir le médecin à chaque 6 mois, à chaque année? C'est quoi la fréquence pour retourner vous voir? On ne dira jamais que vous avez un stade 3 ou un stade 4. C'est pour la recherche. On dit que vous avez une démence légère, modérée, sévère. Okay. Ou que vous avez des troubles cognitifs légers. Okay. Ça, c'est le langage qu'on utilise. Oui. Le 3, 4, 5, c'est pour la recherche. Puis ça, c'est un diagnostic biologique. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. OK. Oui. Pour, excusez-moi, le suivi de la question, c'était... C'était à quelle fréquence? Oui, la fréquence, oui, bien sûr. Oui, alors, ça dépend du stade. Bon, alors, si vous êtes au stade léger, habituellement, l'évolution est plus lente. Vous êtes encore au travail, vous conduisez encore l'auto, vous vivez seul ou non. Une visite annuelle est habituellement suffisante. Si vous n'avez pas d'autres problèmes de santé à surveiller, alors si vous êtes une personne jeune de 70 ans par rapport à 90 ans, il y a une différence. Alors, une personne plus âgée peut avoir, en plus de sa démence légère, du diabète à surveiller, des pilules à enlever pour la haute pression, etc. Et si seulement pour la démence proprement dite, si on utilise les médicaments déjà disponibles pour aider les symptômes, antidépresseurs, médicaments pour stimuler la mémoire comme le donepezil,
Habituellement, c'est une visite à 6 mois pour s'assurer que les médicaments sont bien tolérés et ensuite une fois par année. Au stade modéré, habituellement, c'est plus aux 6 mois parce qu'il y a des changements un peu plus rapides dans les besoins de la personne à la maison et il faut anticiper le besoin d'aide supplémentaire. Au stade sévère, les gens habituellement dans notre milieu sont en institution ou ils sont à la maison avec beaucoup d'aide, du CLSC, service de jour, etc. Donc, c'est un autre type de suivi. Alors, la dernière question, c'est vraiment les gens qui posent souvent pourquoi aller voir un médecin? Pourquoi aller voir faire un diagnostic s'il n'y a pas d'espoir pour un traitement? S'il n'y a rien qu'on peut faire pour la démence, pourquoi il faut aller voir le médecin? Je peux juste rester à la maison puis je vais occuper de ma mère, mon père, mon épouse. Alors, il y a plusieurs traitements disponibles, pas nécessairement seulement des pilules. On a parlé d'antidépresseurs et puis de médicaments pour stimuler la mémoire, mais il y a l'ensemble des supports, l'ensemble du support qu'on peut donner à la personne et à sa famille. C'est comme le cancer. Ce serait triste qu'une personne dise, j'ai le cancer, je veux rester à la maison, je vais mourir chez moi. Ben là, il y a peut-être 4 ou 5 ans de vie productive qui est perdue. Pour la démence, on parle de 8 à 10 ans d'évolution en général après que les symptômes deviennent évidents. C'est beaucoup d'années et beaucoup de ces années sont à la maison et on est capable d'être autonome une bonne partie de ces années. Alors, oui, on peut traiter, aider et traiter beaucoup des symptômes et l'éducation dont que vous encouragez tellement fait partie du traitement. Et vous avez en main une petite carte qui parle d'un guide disponible pour les familles. C'est disponible en plusieurs langues maintenant, ce qui est bien. Et c'est très bien illustré. Les illustrations qu'on a utilisées aujourd'hui, vous allez les retrouver et bien d'autres dans ce livre. Donc, il y a un aspect visuel qui aide à bien comprendre ce qu'est la démence et comment elle évolue, puis comment s'adapter. Merci de ton aide pour tous les gens. Mais merci, Dr. Gauthier. Sur notre site web, dont vous avez partagé et vous continuez à partager fortement comme un des leaders de notre programme, nous avons créé beaucoup de ressources qui sont gratuites pour les proches aidants, pour supporter les personnes qui sont atteintes de la démence. Vous allez juste aller à mcgill.ca démence. Il y a le guide qui est gratuit à télécharger ou vous pouvez acheter une copie sur Amazon. C'est disponible dans plusieurs langues ainsi que le français. Alors, je vous encourage vraiment d'aller voir tous les ressources qui sont disponibles ainsi que le lien pour participer à la recherche dont vous avez parlé au McGill Research Center for Studies in Aging. Toutes les informations sont là. Alors, merci beaucoup pour avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Un plaisir et au revoir tout le monde. Bonne fin d'été. Alors, cette web émission est une initiative du programme de formation sur la démence de McGill qui est financée par des dons privés. Alors, si vous voulez faire un don à notre programme, rendez-vous au mcgill.ca démence. Aussi, nous avons beaucoup d'informations, des ressources pour vous. Je vous encourage d'aller voir notre site web où vous pouvez aussi inscrire à notre liste d'envoi. Vous avez juste à nous envoyer un courriel à dementia, alors DEMENTIA @mcgill.ca. Merci beaucoup.